Ok, c'est parti pour ce nouvel épisode de Story First. Alors, il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière, je m'en excuse. C'était pas mal chargé ces 2 dernières semaines et il y a eu pas mal de changements de dernière minute qui ont fait que sur les moments où je prévoyais du coup l'enregistrement, l'écriture et poster ce tournage, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc, je vais me rattraper cette semaine et on va couvrir les 2 dernières semaines en un épisode. Ce sera toujours quand même 1h30 comme d'habitude. Et voilà, et en plus le sujet, enfin un des sujets du jour, un des apprentissages, est lié justement à cette prise de décision. Bah en fait à un moment donné j'ai dû faire un choix entre faire ce podcast ou bien faire un autre projet. Et bah évidemment si le podcast n'est pas sorti c'est que j'ai tourné autre chose. Et je regrette pas la décision. Et voilà, donc bienvenue dans cet épisode 12 de Story First. Je vais vous introduire un petit peu ce podcast quand même, avant d'entrer dans le vif. Je m'appelle Clément, j'ai mon entreprise de production vidéo depuis 4 ans. Je suis spécialisé dans le sport outdoor comme le ski, le trail, le VTT, mais aussi le sport mécanique comme la moto. Je travaille pour des marques comme The North Face, KTM et Ducati sur des événements comme la Maxi Race ou le Dakar. Et depuis pas mal de mois, je cherche à pivoter mon entreprise pour réaliser plus des formats longs comme des documentaires, des web-séries, parce que c'est aujourd'hui le format qui me plaît le plus. Voilà. Et dans ce podcast, je partage toutes les semaines, sauf quand je rate comme la semaine dernière, ma quête pour passer de vidéaste à boîte de production vidéo, devenir un meilleur réalisateur et directeur de la photographie. Du coup, dans chaque épisode, je fais souvent un lien entre le monde de la vidéo, l'entrepreneuriat et le développement personnel, parce que moi, mon équilibre, il se trouve dans le 50-50 entre la partie business et la partie artistique, et c'est cette vision que je te partage ici. Donc l'objectif, c'est que toi aussi, tu puisses te questionner à travers mes propres idées et que tu aies appris au moins une chose à la fin de cet épisode pour devenir meilleur dans ton domaine. 3 règles, donc pas de préparation, pas de montage, pas de réécoute, toujours pareil. Et la structure, donc on va commencer par les actus pro et perso de la semaine, donc, enfin des 2 semaines du coup. Et pour une fois, il y a des actus un peu perso, donc ça fait plaisir. Et ensuite, on va revenir sur quelques idées et questionnements que j'ai eus ces dernières semaines, enfin surtout du coup il y a 2 semaines, parce que la semaine dernière j'en ai pas trop eu. Voilà, donc toujours des observations empiriques, des apprentissages que je fais de mes expériences personnelles. Voilà, et donc si cet épisode t'a plu, je te laisse t'abonner au podcast et me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Bon, après cette intro beaucoup trop longue, putain j'ai déjà plus qu'une barre de batterie dans mon enregistreur. J'espère que ça va tenir. On va commencer par les actus. Donc le dernier épisode, Previously dans Story First, on était avec Nico et on venait de rentrer de Sardaigne. On vous a enregistré un podcast à Chambéry. Là, actuellement, je suis chez Benji à Lons-le-Saunier. Je viens d'arriver, je viens de faire 4 heures de route là. Et voilà. Donc, après avoir fait le podcast avec Nico sur notre retour de Sardaigne, je suis rentré chez moi à Gap. Enfin, on a fait un rendez-vous client, puis je suis rentré. Et ça fait du bien, parce que ça faisait 3 semaines que j'étais en déplacement, j'étais full-time avec Thomas, qui est mon stagiaire, et je commençais à sentir que je manquais d'énergie. On a notamment parlé d'adaptation hédonique, donc genre le fait que tu t'habitues à ce qui te rend heureux, entre guillemets, ou malheureux aussi à l'inverse, et que du coup ça a moins d'impact. Et on va revenir sur ce sujet-là plus tard dans le podcast, et donc ça m'a fait du bien de pas couper un peu parce que j'ai quand même travaillé, mais de faire plein d'autres choses, de voir ma famille. J'ai profité de cette semaine-là pour passer du temps avec ma famille. Et une des stratégies que je fais, donc c'était notamment l'anniversaire de mon frère, donc c'était cool pour ça, on a passé du temps tous ensemble, avec les grands-parents et tout. Et puis j'essaye toujours de mettre de la synergie. Donc ce que je fais, c'est qu'avec mon frère et ma soeur, je vais me greffer sur leurs entraînements. Donc ma soeur, elle est en pôle cyclisme féminin. Donc elle a des plans d'entraînement, elle fait Coupe de France et tout. Et mon frère, il prépare un ultra trail qu'il va pas faire. Là, il va bâcher. Enfin, il y va pas. Du coup, j'essaie de me greffer à leur entraînement et ça me permet de créer de la synergie entre mon entraînement et passer du temps avec la famille, créer des liens avec mon frère, ma soeur, etc. Et j'ai aussi fait un tournage avec mon grand-père. Donc le dimanche matin, on a fait l'anniversaire de mon frère le samedi soir. Mon grand-père était là et en fait, donc, pour mettre un peu de contexte, mais on va en reparler un peu plus tard. Mon grand-père, il était paysan. C'est mon oncle qui a récupéré la ferme. Et il a des strates de ouf pour faire son jardin. Genre full naturel. Il fait des trucs genre
il plante du trèfle dans des anciens champs de terre pour faire des rotations, pour que le sol reste fertile. Il fait des trucs avec la paille et tout, etc. Ça, c'est plus connu déjà. Et voilà, et avec mon frère, on voulait garder un souvenir de ça, donc on est allé tourner, on a enregistré, et on va en reparler un peu plus tard. Et d'un point de vue business, donc comme d'hab, quand je rentre, je vais pas rentrer dans le détail, mais je fais mes backups, on a tourné pour YouTube, je fais de la gestion de projet client, de la compta, des documents de pré-production, et la semaine d'après, je suis reparti de Gap, direction le Morvan, pour tourner avec Benji et Hit the Road. Donc Hit the Road, c'est deux youtubeurs, Paul et Clément, qui faisaient du parcours à la base, des explorations, puis aujourd'hui ils préparent leur premier Dakar. Et donc on a testé une nouvelle offre que propose Benji, qui est un stage expérience Dakar en gros. Donc c'est pendant 4 jours, tu vis dans la peau d'un pilote du Dakar, en dormant sous la tente, en mangeant en bivouac, en faisant de la moto, en apprenant aussi également, c'est pas mal de formation, d'apprentissage sur comment naviguer au roadbook, comment fonctionne le roadbook, etc. Voilà, donc tous des trucs vraiment liés au Dakar. Et c'était très très cool de rencontrer ces gars-là, donc de rencontrer Paul et Clem. Moi, je regardais leurs vidéos il y a quelques années quand j'étais en DUT, à l'époque en MMI. Maintenant, j'avoue que je regarde un peu moins, mais ça fait toujours quelque chose de rencontrer des gens que tu as regardés. Et c'était vraiment trop trop cool, j'ai trop kiffé. Il me semble qu'eux aussi, après, si, ça s'est trop bien passé, tout le monde était trop content et tout, donc voilà. Bon les amis, les idées de la semaine. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous introduire je vais faire la liste des idées et après je vais développer chacune d'elles. Première idée. Donc comme d'hab, c'est souvent dans l'ordre. Quoique là, j'ai peut-être pas rangé. Mais il y a un peu de tout. Il y a du business, il y a du mindset et il y a de la vidéo, il y a plein de trucs. Il y a de la création, il y a aussi de l'artistique. Première idée. Choper des clients avec le potentiel business de passer de projet de vidéaste à projet boîte de production. Bon, c'est assez clair, mais je vais développer. Ensuite, du nouveau sur l'adaptation hédonique. Donc ça fait référence au podcast précédent. Ensuite, choisir, c'est choisir ce que tu ne fais pas. Et donc, pourquoi j'ai pas fait ce podcast la semaine dernière. Ensuite, je veux développer sur pourquoi vivre de sa passion. Je vais vous partager un livre que je lis en ce moment, et donc qui est The Surrender Experiment, et comment j'essaye d'appliquer ça et je vois ça dans ma vie. Prochaine idée, tu es un mélange de ce que tu laisses entrer dans ta vie, que ce soit les gens, les contenus, les idées. Après, When I get busy, I get stupid, pire accent anglais. Se focus sur les principes généraux et pas les hacks. Donc ça, c'est version réseaux sociaux, mais c'est aussi une logique globale. Et enfin, en fait, j'avais noté un dernier qui était discuter avec Jésus et pas ses apôtres, mais ça rejoint. Tu as un mélange de ce que tu laisses entrer dans ta vie. Voilà. Et le dernier, c'est dire j'ai pas de matos ou j'ai pas de contact, c'est un truc de victime. Et je reviens aussi sur une idée du podcast précédent où je sais pas, je me justifie, mais comment dire, j'enrichis un peu ma pensée. Voilà, on va dire comme ça. Donc pour cette première idée, choper des clients avec le potentiel business de projet vidéaste à projet boîte de production, j'avais fait un épisode où je vous partageais comment je choisis les projets clients et comment je les note. En vrai, j'utilise très rarement ce truc-là en ce moment parce que je fais peu de projets et je les choisis bien. Enfin, genre, je sais pas comment dire, mais ouais, c'est assez. J'ai besoin de méga focus en ce moment. On travaille sur un projet avec Benji, donc je peux pas vous parler tout de suite. Et donc, je prends pas grand-chose, ou je prends que des trucs où je sais exactement pourquoi j'y vais sans trop me poser de questions. Mais il y a du coup un nouvel élément que je prends en compte, c'est que maintenant, j'essaye aussi, donc je sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez peut-être pas écouté l'autre podcast, donc je mets des colonnes avec plusieurs raisons pour lesquelles tu prends un projet. Et ensuite, tu mets des notes dans chaque case. Ça vient d'une idée de Roman Fressinet qui avait 3 piliers quand il choisissait ses projets, avec qui il est fait. Quel est le projet, est-ce qu'il est vraiment cool ou pas, et est-ce que c'est bien payé. Et il dit qu'il faut qu'il y ait 2 piliers qui soient ok pour y aller, sinon ça vaut pas la peine. Donc je redéveloppe pas là-dessus, vous retrouverez le développement dans le podcast. Moi je rajoute à ça le potentiel business qu'il y a derrière, la gestion de projet, et en fait ça va un peu dans le potentiel business, mais pas d'un point de vue purement économique, mais d'un point de vue typologie de projet. Voilà. Comme je vous ai dit en intro, j'ai un peu changé l'intro. Voilà, moi je me reconnais plus dans le métier de vidéaste.
Parce que pour moi, un vidéaste, c'est vraiment ce côté vidéaste freelance, opérateur, etc. Très dans l'opérationnel. Et bon, on m'appelle déjà pas mal pour le côté un peu plus vision, idée, réalisation et tout. Et donc, c'est ce que je partage dans ce podcast depuis le début. Au final, c'est plus comment est-ce que je passe de vidéaste à boîte de prod. C'est un peu ça, tous les conseils, les apprentissages à chaque fois qu'il y a, tu vois. Voilà. Et donc, pour ça, je me suis rendu compte qu'un truc que j'aimais bien regarder, c'est qu'il y a des clients. J'ai deux types de clients et je le vois bien. C'est que j'ai des clients, j'ai certains clients avec qui les projets, ça passe plus. Parce que comme justement, je switch de vidéaste à boîte de prod, il y a des nouveaux clients qui rentrent parce qu'ils sont intéressés par ce côté boîte de prod et vision, etc. Nanana. Et par contre, il y a les premiers clients que j'ai chopés il y a 3-4 ans quand je me suis lancé, qui eux n'ont pas évolué, tu vois. Et ils ont besoin d'un vidéaste qui, à l'époque, voilà, c'était mon rôle, tu vois, j'étais vidéaste freelance. Je concurrençais les boîtes de prod en m'alignant sur des projets où ça servait à rien d'être en boîte de prod, d'arriver tout seul, et c'était suffisant. Maintenant, le problème, c'est que avec certains de ces clients-là, ça rentre plus en budget. Et c'est ok, tu vois, parce que j'ai d'autres projets où je veux pas faire un budget différent en fonction des projets. Alors quand c'est des clients historiques, bien sûr que je fais des gestes, etc. Mais bref, c'est un sujet un peu tricky. Par contre, ce que j'aime bien prendre en compte, c'est maintenant, c'est quoi le potentiel business long terme. Et sur des projets où je me dis, ok, aujourd'hui, peut-être que c'est pas genre le projet que j'ai envie de faire. Tu vois, aujourd'hui, j'ai envie de faire du documentaire et potentiellement, je veux encore des formats courts. Mais c'est pas un problème en fait. Déjà parce que j'aime bien le format court et que je suis pas trop mauvais là-dedans. Enfin, j'ai des bons résultats là-dedans. En toute humilité. C'est jamais humble, mais en vrai, c'est mon business quoi. Bref. Et je me dis, ok, je remarque bien que là, il y a des clients sur lesquels je suis rentré en mode vidéaste sur des petits projets genre réseaux sociaux, et avec lesquels maintenant ça se développe en tirant vers des projets plus gros, plus ambitieux, qu'ils auraient potentiellement appelé une boîte de prod, mais comme ils ont confiance en moi et qu'ils me connaissent et qu'on a créé une vraie relation, un vrai lien, c'est moi qu'ils vont appeler. Et donc j'ai réfléchi un peu maintenant en me disant, ok, ce client-là, est-ce qu'il va grossir avec moi, si je grossis, ou est-ce qu'il est keblo à sa position, et donc dans ces cas-là, il peut y avoir d'autres choix, tu vois, c'est pas je prends plus le projet, c'est aussi je peux déléguer à des vidéastes plus jeunes, plus débutants, typiquement mon stagiaire que j'ai formé, qui peut largement faire le job que je faisais il y a 3-4 ans sur certains projets. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a possibilité de faire plus gros avec eux ? Et donc, même si aujourd'hui, c'est pas le truc qui fait le plus rêver, alors que ça me suffit déjà largement. Enfin, de toute façon, je cible aucun client particulièrement, c'est juste des idées, etc. Si jamais il y en a qui passent par là, vous ne sentez pas visé, ça vise personne. En fait, je me dis, ok, mais ça passe par là de construire une relation avec eux. Ils m'appellent pour ce qu'ils ont besoin actuellement. Potentiellement, que comme je n'ai pas assez montré de docu, j'ai rien sorti, enfin pas beaucoup encore, oui. Et en fait, je remarque que le plus important, c'est la relation qu'on crée avec les gens, avec les clients, avec les responsables com, etc. Et donc ça se développe à long terme. Et c'est pas du jour au lendemain, ils vont te dire, je t'appelle, je te file 50 000 balles pour que tu me fasses un documentaire. Non, en vrai, ça se passe pas comme ça, tu vois. Et voilà. Donc c'est une nouvelle grille d'évaluation, je voulais vous la partager. Comme c'est quand même un podcast où je parle de vidéo, on parle souvent de plein d'autres trucs que de la vidéo, mais au moins je refais le point là-dessus. Bon, adaptation hédonique. Je voulais refaire un point par rapport à la semaine dernière. Un truc que j'ai remarqué, c'est que potentiellement, du coup, quand il y a ce truc d'adaptation hédonique, donc je vais redéfinir vite fait, adaptation hédonique, c'est quand, en gros, il y a des études qui ont été faites que, par exemple, le jour où tu te maries, tu vas évaluer ton niveau de bonheur, il va être beaucoup plus haut, et puis quand on réévalue ton niveau de bonheur 10 ans plus tard, il est redevenu au même niveau qu'avant que tu te maries. À l'inverse, ils ont évalué le niveau de bonheur de quelqu'un qui perd son proche, donc il va vraiment diminuer au moment où ça arrive, puis 10 ans plus tard, il va revenir au même niveau qu'avant. Je caricature, mais c'est juste pour que vous ayez la base. Et donc, avec Nico, on se questionnait la dernière fois que, moi, depuis mon premier Dakar, j'ai ce truc où j'ai moins, en tout cas, je dégage moins cette flamme et ces émotions d'être hype par des projets. Je suis beaucoup plus blasé. C'était ça le constat. Et et je remarque, donc je suis pas le seul, je vois bien chez des mecs très avancés qui ont peut-être 20 ans dans le milieu, tu vois, des photographes à l'ancienne, des vidéastes et tout, ou même dans d'autres milieux, par exemple des athlètes aussi, ils peuvent en fait finalement utiliser la transmission pour ressentir aussi fort les émotions qu'ils avaient au début,
En fait, en prenant du plaisir à permettre aux autres de les ressentir, ces émotions. Au lieu de les vivre soi-même, en permettant aux autres, en transmettant ce qu'on a vécu, ça nous permet à nous de ressentir à nouveau ces émotions. Voilà, ça c'est un point. Et en fait, je me suis dit, mais mon adaptation hédonique, elle vient peut-être parce que j'ai pas coupé depuis 2 ans. Et je me demande si finalement ce problème d'adaptation hédonique, donc je mets problème entre guillemets, c'est pas un manque d'alignement ou de vacances. Voilà. Donc il y a cet aspect-là où je me dis, parce que là, donc j'ai pu couper pendant 2-3 jours, enfin genre couper, vous avez compris quoi, genre je travaillais que le matin et l'après-midi j'allais faire du vélo avec ma soeur, on faisait souvent 1 heure de yoga le matin, genre je bossais 3 heures le matin, 2 heures l'après-midi quoi, c'était chill. Et après on faisait du sport. Ou du yoga, ou des étirements, où on allait balader, enfin voilà, on prenait du temps pour nous. Sachant que voilà, quand je dis couper, c'est pas traîner sur YouTube. Bon. Et en soi, moi je le vis bien, j'ai toujours dit, oui, je donne une image blasée. Il y a 1 an, ça me saoulait un petit peu de me sentir blasé. Et là, je l'ai accepté et je le vis pas mal. Genre, je suis content d'aller en Sardaigne, même si je dois renvoyer une image blasée, tu vois. Au final, la semaine d'après, après avoir coupé, quand on est allé au tournage avec Hit the Road, Nico il m'a dit « Ah mais là je te trouve beaucoup mieux ». Voilà. Donc peut-être que c'est ça qui joue. Je vous le partage parce que c'est une des problématiques, je pense qu'on peut avoir beaucoup à force d'enchaîner les projets. En fait, on se rend plus compte de la chance qu'on a d'être sur ces projets-là. Mais pas parce que on est des enculés, tu vois. Mais juste parce qu'on a la tête dans le guidon, quoi, et qu'on enchaîne. Et là où ça devient vraiment problématique, parce que pour le coup, moi, avec moi-même, ça me dérange pas tant que ça. Enfin, ça me dérange pas. C'est plus une métrique de se dire, ok, il faut peut-être faire une pause là, et voilà, tu vois, mais en soi, je me sens pas mal. C'est presque plus aussi une sorte de carapace, mais je le vois pas comme une carapace négative. C'est que avant, dès que j'avais un truc qui rentrait, j'étais full hype. Oh, let's go, j'ai chopé tel projet, on va faire ça avec tel client et tout. Et puis des fois, tu te hype comme ça avant que le devis soit signé, ou bien il se passe une contrainte et au final le projet se fait pas, et du coup après tu bades. Et donc les hauts étaient beaucoup plus hauts, et les bas beaucoup plus bas. Et en fait, en étant blasé entre guillemets, parce que pour moi je me sens bien quand même, mais en étant moins dans la réaction émotionnelle, c'est plus ça, bah je subis moins, donc je monte moins haut, j'ai moins cette hype, mais derrière je prends moins les drops. Voilà, donc c'est une manière où en fait je pense que dans l'entrepreneuriat on subit vraiment les hauts et les bas. Et donc, en se protégeant de vivre des émotions trop fortes dans le positif, ça nous permet d'éviter de les avoir dans le négatif. Mais c'est pas arrêter de vivre des émotions positives et se renfermer sur soi, c'est plus de choisir lesquelles tu vis, lesquelles tu choisis de vivre et d'accepter celles-là, tu vois. Voilà. Et là où ça pose problème, c'est que du coup, je pense un peu moins jouer devant les clients, et donc ils ont l'impression que je suis moins intéressé par les projets. Alors que c'est juste que par expérience, ça passe pas toujours. Donc si voilà, mon haut est moins haut, bah, le bas est moins bas aussi. Mais du coup, j'ai l'impression que ça va potentiellement donner moins envie et moins confiance aux clients de bosser avec moi. Enfin, ça, ouais, du coup, on a moins envie de me donner le projet. Parce que, tu sais, ça donne... Mais c'est juste que, genre, ça enchaîne tellement, j'ai tellement vu de trucs de ma petite vie. Hein. J'ai 22 ans, on se calme. Que genre je préfère pas être full hype, mais en fait il faudrait presque que d'extérieur je sois full hype et qu'à l'intérieur je sois genre mesuré, tu vois, je sois genre temporise quoi. Voilà, c'est juste des questionnements, j'ai pas trop de leçons là-dessus, juste je veux travailler là-dessus pour arrêter moins donner l'impression au client que je m'en bats les couilles de son projet, alors que c'est pas le cas et que c'est juste une manière d'éviter de subir le drop après, si jamais soit le projet passe pas ou est annulé. Prochaine idée, c'est choisir ce que tu ne fais pas. Bon, c'est un peu le bordel là dans ma note à ce sujet-là. Je vais essayer d'être clair. J'ai commandé tous les livres de... Non, ça vient de quoi ? Ah non, c'est Seinfeld. Même pas, c'est Austin Kleon que je pensais. Bon, je lis pas mal... Oh, il y a un bug dans mon micro, là. Ok. J'essaie de pas trop bouger le câble.
Ouais, j'essaie de me repencher un peu sur la partie créative, création et tout, parce que je suis beaucoup partie business et spiritualité depuis quelques mois, comme dans ce podcast. Voilà, mais j'ai envie de... Enfin, ça s'y prête pas, parce que pendant les 3 prochains mois, ça va être vraiment business et marketing, mes problématiques. Mais bref, j'ai envie quand même de parler un peu plus art. Et donc, la citation que j'avais notée, c'est Master Taste and Discernment to survive as an artist. En gros, pour continuer la citation, it's one thing to create, the other is you have to choose. And what are we going to do and what are we not going to do? Wow, je fais aucun effort parce que en France c'est terrible dès que tu fais genre t'as de l'accent, ça fait trop le mec. Enfin, de toute façon j'ai pas d'accent. Bon, c'est quoi l'idée derrière tout ça? C'est qu'en fait c'est important de travailler sur sa vision et son goût. C'est ça, Master Taste and Discernment. C'est travailler sur, ok, c'est quoi le projet qui vaut le coup, ou on va parler en termes de projet vidéo. Ça sera plus simple. C'est quoi qui vaut le coup d'être travaillé dessus? Parce que c'est quelque chose de travailler, mais en fait, quand tu choisis de travailler sur un projet, tu choisis aussi de ne pas travailler sur tout le reste. Alors moi, je l'ai vu dans un premier axe, c'est quand je fais des films événementiels. Si je prends, à l'époque, par exemple, ça m'était arrivé. J'avais pris un mariage, donc un projet avec des potes, parce que j'ai jamais trop fait de mariage en perso. Donc voilà. Et en fait, ce même week-end-là, genre 7 jours avant, KTM qui me contacte pour aller filmer Xavier de Soultré, donc c'était il y a quelques années, il roulait encore. Et j'étais baisé, je me sentais baisé, je me dis putain, mais en fait, je vais aller filmer un mariage alors que je pourrais faire filmer cette course de Xavier de Soultré pour KTM, genre KTM Autriche, c'était même pas KTM France. C'était n'importe quoi, j'avais les mails en anglais, enfin bref. Et là, je me suis déjà dit, ok, quand tu choisis un projet, déjà, ça t'empêche d'en avoir un autre. Et à l'époque, j'avais besoin de rentrer du taf, donc moi, je prenais tout ce qui venait. Mais en fait, ce que je me rends compte, c'est que ça m'arrive aussi dans le docu, maintenant. En fait, je me rends compte que là, quand j'ai voulu me réorienter dans le docu, j'ai fait la même strat que je fais tout le temps. Quand tu te lances dans un domaine, la meilleure stratégie pour progresser très très vite, c'est d'en faire plein. C'est pour ça qu'on conseille de faire un Reels par jour aux gens qui débutent sur Instagram. C'est pas tant pour l'algo, c'est surtout pour l'XP. Donc j'ai fait plein de docus. J'ai fait un docu avec Emric en rallye. J'ai fait toute la série avec Benji, plus après le Maroc, etc. J'ai fait le film avec Quentin pour The North Face. Puis on a fait le truc avec Victor, qu'on était censé finir cet été. Et en fait, je me rends compte que... Et plus le film de Malo. Enfin, genre en 2 ans, trop de trucs. Genre c'est impossible, tu vois, de faire autant de formats moyen, long, quoi. Et en fait, voilà, au début, je prenais tout ce qui venait, donc je me disais, oh, trop la chance, il y a des mecs qui me font confiance pour que je les filme, tu vois. Mais en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que ça prend du temps, ça prend aussi des moyens, on va pas se mentir, et de l'énergie. Et surtout de l'énergie. Et aujourd'hui, en fait, je vois bien que tous les films, il y a plein de films qui sortent tout le temps. Moi, j'en ai fait plein. Et que, en fait, ce qui compte réellement, c'est story first, tu vois, c'est le nom du podcast. Et qu'en fait, même au-delà de mes compétences à raconter une histoire, ou même à bien raconter une histoire, tu vois, il y a les compétences vidéo, donc bien faire en image l'histoire, donc bien filmer, bien monter, la colo, le son. Putain, désolé, moi. Je sais pas ce qui... Pourquoi mon micro bug comme ça? J'espère que c'est pas le câble. Ça a l'air d'être le câble. Ça me casse les couilles. Bref. Bon, story first. Pourquoi? Parce que même si je suis un master où je prends le meilleur réal et tout, en documentaire, on est vraiment sur le documentaire, si l'histoire de base est pas ouf, tu peux pas l'inventer, tu vois. Et t'as beau faire la meilleure prod possible, s'il y a rien, il y a rien. Et c'est ouf parce qu'à l'inverse, je suis allé dans un festival de films de trail il y a 3-4 mois, je crois que c'était en avril peut-être. Et il y avait des films, l'histoire était folle, mais la réa était pourrie. Genre le son était vraiment pas ouf, les images étaient pas ouf. Alors il y en a eu qui étaient très très bien. Je retiens un film de The North Face, très très cool, sur... je vais me perdre là si je développe, mais sur le Thor des géants.
et des femmes afghanes. Voilà, je recommande si jamais. Bon, et d'autres films où, pareil, les histoires étaient folles sur du médical, des choses comme ça. Mais voilà, je trouvais que d'un point de vue purement technique, ça rendait pas. Mais en fait, parce que tout ce qui compte, c'est l'histoire. Et en fait, il faut arriver à avoir du test et du discernment, donc avoir de la vision sur quelle histoire vaut la peine d'être racontée. En fait, c'est quelle histoire je choisis de raconter, parce que si je choisis de raconter cette histoire, potentiellement, je passe à côté de plein d'autres histoires. J'ai un autre exemple, quand je me suis lancé à faire du documentaire, il y a aussi par exemple ma copine Alanis qui était blessée, et elle m'a dit donc elle savait que je voulais me lancer là-dedans, et elle m'a proposé qu'on en fasse un parce que sur comment elle s'est remise de sa blessure. Bon, moi j'avais déjà 3 documentaires in the making, et j'ai pas donné suite, tu vois, et donc j'étais un peu deg parce que c'est une très bonne pote à moi, j'avais trop envie de faire ce truc. Mais en fait, le plus important, c'est de choisir la bonne histoire à raconter. Et évidemment, donc, comme je vous ai dit juste avant, quand tu startes, c'est important de faire beaucoup de quantité pour prendre en qualité. Mais en fait, et après, il faut prendre plus de temps pour faire de la qualité et surtout se focus sur les bonnes choses et arrêter de courir partout. Voilà. En fait, c'est toujours pareil, je donne pas le même conseil aux débutants qu'aux personnes avancées. Un mec qui débute, fait plein de short docs, fait plein de petits documentaires de format comme ça. C'est ce que j'ai fait, tu vois, il y a un an, je faisais plein de mini docs sur les courses de vélo. J'en ai fait plein, j'ai fait plein même de format long, format moyen, entre les Dakar, le Maroc, tous les films que je vous ai cités avant. Là, aujourd'hui, si je veux que mes films montent en gamme, il faut que je me force à arrêter de me faire FOMO par tous les projets et que je devienne très très bon pour choisir c'est quoi le bon projet où je vais mettre mon énergie, mon temps et mes moyens. Parce que l'énergie que je mets sur une chose, je la mets pas sur une autre. Et ça, il faut bien arriver à le comprendre. C'est que quand tu travailles sur quelque chose, c'est quoi le manque à gagner en fait ? C'est quoi ? Tu passes à côté de quoi d'autre comme opportunité ? Parce que on est quand même dans un domaine où il y a beaucoup de choses qui se passent. On va pas se mentir. J'ai l'impression quand même que c'est plus chaud de trouver des prestataires compétents que de trouver des projets clients. Ça, modulo dans son domaine. Tu vois, si tu veux rentrer dans le trail, c'est chaud de trouver des projets clients parce que c'est saturé de ouf. Et encore. Et des positionnements à prendre, je pense. Voilà, c'est juste d'arriver à bien sélectionner parce que tu peux pas tout faire. Et c'est super dur à prendre en compte. Enfin, moi, je mets beaucoup de temps et j'arrive toujours pas à l'assimiler parce que je cours toujours comme un enculé dans tous les sens. Mais je pense que ça va être mon objectif pour 2025. Préparer le terrain pour ça, by the way. D'arriver à se concentrer sur faire moins de choses et les faire mieux. Parce que j'en arrive dans une phase où c'est le moment de faire ça et que c'est ça qui va faire scale et monter mon niveau, en fait. Et il y a des mecs qui sont très très bons et ils font genre 3 projets par an. Et c'est une dinguerie. Et j'aimerais bien arriver à faire ça, tu vois. Mon problème, c'est que comme j'ai toujours peur de passer à côté du meilleur projet, j'en fais trop et je fais tout à moitié. Pas pour les projets clients, mais beaucoup en projet perso, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas fait le podcast la semaine dernière. Transition. La semaine dernière. En fait, donc, il y a eu cette histoire avec mon grand-père. Et donc, j'avais le choix. On était sûr que c'était le moment pour le faire. Le format pour raconter un petit peu, je me suis fait un ri-épaule de zinzin avec un objectif cinéma, le follow focus à la main, donc la caméra à l'épaule. Et j'ai filmé pendant 45 minutes non-stop en plan séquence, toute l'explication. Donc on fait le tour de son jardin, après on monte dans un deuxième jardin, après on prend la voiture, on monte à un troisième qui est au niveau de la ferme, il nous montre ses poules, ses systèmes de poules, les moutons, tout, après on va voir les chiots, c'est n'importe quoi. On fait plein de trucs. Et je kiffe trop ce format méga raw, méga brut, où juste on suit. Donc je sais même pas ce que je vais en faire. Pour nous, c'est juste un souvenir qu'on garde pour le jour où on fera notre propre jardin. C'était ça l'enjeu. Et puis garder un souvenir de notre grand-père, il a plus de 80 ans. Et donc ça me tenait à cœur de pouvoir faire un truc où on le fait raconter des choses, un truc qui lui plaît, qui lui parle et qui nous sert aussi à nous, tu vois. Et donc, j'avais le choix entre faire ça ou faire mon podcast, mon podcast est ma priorité absolue pendant un an, chaque semaine. Voilà. Mais là, fallait faire un choix. Et c'était le choix de qu'est-ce que je fais pas. Et donc, j'ai choisi de pas faire ce podcast et de me focus sur le truc de mon grand-père parce que pour moi, ça avait plus d'importance. Et c'était plus le moment. Voilà. Et je voulais pas passer à côté de ça.
Donc désolé pour vous. Et j'espère que ça vous aidera à choisir un peu mieux vos projets, à éviter de faire cette erreur que je fais H24 et que je fais toujours, et que ça fait 2 ans que je sais que je la fais, qui est de prendre trop de choses et de se perdre. Soit trop de choses d'un côté pro et du coup de se perdre la passion, soit trop de choses d'un côté perso et du coup de galérer à trouver l'équilibre avec tout ça et de perdre un peu, quitter ton identité, etc. Putain, désolé pour le micro, je suis trop désolé. J'ai pas bougé pourtant. Attendez. C'est bon. Je bouge plus. Ensuite, prochain, c'est pourquoi vivre de sa passion. Alors, ça va peut-être paraître obvious, mais vivre de sa passion, c'est pas forcément un truc bien. Par exemple, je sais que moi, les prestations photo, j'ai pas envie de les vendre parce que j'ai toujours ce truc où quand je fais de la photo, j'ai l'impression de revenir à quand j'étais passionné au début et de pas être en train de travailler. Alors que la vidéo, même si je suis pour le plaisir, il y a l'enjeu où c'est mon métier, c'est ce que je vends, etc. Donc, j'ai pas le même rapport à ça. Pareil avec la musique, donc moi je joue du saxophone depuis, j'ai fait genre 14 ans de conservatoire, un truc comme ça. J'abuse peut-être un peu de 12. Une dizaine d'années de conservatoire. Et à un moment donné, je me dis, ça me ferait kiffer d'aller jouer ça professionnellement, tu vois. Mais il y a ce truc où tu gardes, professionnellement, je m'entends, c'est-à-dire aller faire des scènes, par exemple, en festival, en boîte de nuit, trucs comme ça, quoi. Aller jouer genre du sax à la Folie Douce l'hiver avec un DJ, quoi. C'est ça que je dis pro, c'est pas être musicien professionnel, je le précise. Mais en fait, voilà, le constat, c'est qu'après, tu sors un peu de la passion parce que ça devient ton métier. Et alors, je reste passionné par la vidéo, bien évidemment, mais j'ai plus ce même rapport et ce même feeling à la création. Et je pense que c'est super important de garder des hobbies où on n'est pas payé pour le faire, pour vraiment... Je sais pas, je pense que c'est vraiment... dans le cerveau, il se passe un truc où c'est un autre feeling. Alors, pourquoi vivre de sa passion, finalement ? Parce que je pourrais, je sais pas, être médecin, être avocat, être ingénieur, et juste faire ma passion à côté. Mais en fait, ce que ça permet, c'est de mettre de la synergie dans les moyens qu'on a à disposition pour les projets perso. Et avec, en fait, ce que tu as à dispo pour tes projets pro. L'idée, c'est que si tu as des caméras, si tu as des disques durs, si tu as tes abonnements de montage pour tes projets pro, tu les as encore pour tes projets perso. C'est ça un peu l'idée. Putain, mon enregistreur a plus de batterie. Ça va couper 100%, putain. Bon, je vais faire le plus longtemps possible, au pire, je ferai un cut. On va pas rater le podcast 2 semaines d'affilée. Bon, en fait, ça met de la synergie entre les moyens... Putain, je fais que de me perdre. Entre les projets perso et les projets pro. Et l'idée, c'est pas forcément de toujours transformer ces projets perso en projets pro. Mais voilà, il y a plusieurs stratégies. Quand je me suis lancé dans le documentaire, j'étais beaucoup inspiré par Mark Bonne, donc qui a The Art of Documentary. C'est une formation de documentaire que j'ai pris. Et en fait, lui, sa vision, c'était pas aller vendre un projet de documentaire dès le début, quand on n'a jamais fait, galérer pendant des années à trouver un financement et au final pas faire ton film. Mais plutôt de servir des projets pro pour gagner assez dans ces projets pro pour se permettre d'avoir du temps pour faire ses projets perso et utiliser notamment le matériel qu'on a grâce aux pros. C'est encore plus vrai quand tu as ton entreprise parce que ça passe en frais, donc c'est hyper avantageux, tu récupères la TVA, etc. Parce que ça peut être vraiment une galère d'essayer de passer ses projets perso en projet pro, et c'est souvent une douille, tu es obligé de faire du politique, etc. Alors que au final, le projet perso, le but c'est de faire le truc le mieux possible, se faire kiffer, etc. Voilà. Donc là, je suis en train d'essayer de changer ma vision là-dessus aussi. Je vais peut-être revenir en arrière sur cette idée-là. Mais l'étape 1, c'est vraiment d'essayer de financer ses projets perso avec ses projets pro. Et donc de mettre de la synergie. C'est ça le but de vivre de sa passion, c'est mettre de la synergie entre ce qui nous fait kiffer et ce qui nous fait gagner notre vie. Et donc de passer nos journées à travailler sur ce qui nous fait kiffer. Mais ça ne veut pas dire que chaque journée est du kiff. C'est là où il faut faire toute la nuance. Genre le truc de travailler dans un truc qui te plaît, tu n'auras plus l'impression de jamais travailler. En vrai, j'ai toujours l'impression de travailler, quoi, tous les jours, quand je suis en train de filmer, monter, etc. C'est du travail, tu vois. Par contre, ça me permet d'avoir du temps, des moyens, etc. pour bosser sur mes projets perso. Et ça, c'était ma vision dès le début. Quand je me suis lancé, j'ai lancé mon entreprise au tout début pour avoir une meilleure caméra pour filmer des clips avec mes potes quand on était en études. Aujourd'hui, c'est pour financer mes documentaires. Voilà, c'est toujours ça la vision.
Donc c'est juste, ça a changé de typologie de projet, mais c'est toujours la même idée. Et je commence à essayer de vendre, essayer de faire passer mes projets perso en projets pro. Et je vois bien que c'est compliqué. Et ça demande de rajouter du politique, et dans le perso, j'ai pas envie. Enfin, dans les projets perso, quand je dis projets perso, c'est les films perso, les spec documentaries, comme disent les ricains. C'est genre mon documentaire de 52 minutes sur Malo, que j'ai fait l'année dernière, qui est diabétique et cycliste dans une équipe internationale de vélo, dans un team UCI, team international. Voilà. Mais dans l'idée, ce film, j'aimerais bien arriver à le vendre une fois qu'il est fini. C'est pour ça que je vous dis, je reviendrai sur ce sujet plus tard. On enchaîne. En ce moment, je lis depuis plusieurs mois, parce que j'ai pas trop le temps j'ai rien le temps de faire. The Surrender Experiment. Et voilà, c'est juste un constat où on m'a demandé sur Instagram de faire un épisode de podcast sur mon parcours. Comment j'en suis arrivé ici. Et en fait, en y réfléchissant, donc j'ai pas encore pris de notes, mais il faut que je le fasse. Et j'ai très envie de faire cet épisode. Parce que je pense qu'il y a plein de leçons à tirer. Mais voilà, en fait, je vais le faire sous forme de genre 10 leçons de mon parcours. Et en fait, mon histoire se raconte via des apprentissages et des leçons. Pas juste raconter des faits, mais qu'est-ce qu'on peut tirer de ces faits-là. Je pense que c'est le plus pertinent. Et en faisant ça, je me suis rendu compte que la vie, elle me surrender pas mal de choses. Et que j'ai envie d'appliquer un peu cette philosophie de genre laisser aller le flow de la vie vers là où elle m'amène. Alors, ça veut pas dire Inch'Allah, je fais plus rien et je vois bien où ça mène. Non, c'est d'écouter ce que la vie me met sur mon chemin et ce qu'elle a envie de me dire et aller dans cette direction-là. Je vous parlais il y a 2 semaines de je manque de synergie un peu avec la moto, j'ai pas trop développé là-dedans. Puis là, en fait, je me rends compte que je sais pas, la vie, elle me met sur ma route des projets dans le monde de la moto. En ce moment, j'ai moins de projets dans le trail, les sports outdoor, par exemple. Bon, ben, j'ai envie juste de suivre ça, d'écouter où est-ce que la vie me mène, et pas aller en opposition avec le flow de la vie. Voilà, donc je n'ai pas trop développé là-dessus, c'est un peu perché comme vision. Je développerai peut-être plus dans mon épisode de parcours de vidéaste. Mais en tout cas, si c'est quelque chose qui vous parle, ce livre est assez cool. Donc voilà. Ensuite, prochaine idée, tu es un mélange de ce que tu laisses entrer dans ta vie. Les gens, le contenu, les idées. L'idée sous-jacente à ça, c'est qu'il faut faire attention à ce que tu laisses entrer dans ta vie. Parce que ça impacte ce qui en sort. Donc, ça peut impacter ce que tu crées, ce que tu penses, et aussi ce que tu vis. Donc c'est ce cliché de tu es aussi bon que la moyenne qui t'entoure, genre t'es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent, mais en fait je retrouve ça aussi dans les idées et dans le contenu. Là, le contenu que je produis, un truc que je me rends compte, c'est que si je consomme du contenu beaucoup plus sharp, beaucoup plus quali, etc., ce que je vais raconter dans ce podcast sera à un niveau supérieur, en fait, sera la moyenne des contenus que je consomme. En anglais, j'ai noté une citation, c'est « garbage in, garbage out ». Donc ce que tu fais rentrer, c'est ce qui va ressortir derrière. Et donc, je pense que notre job en tant que créateur, mais créateur, c'est genre même réalisateur vidéo, c'est de collecter de bonnes idées. En fait, le plus je collecte de bonnes idées, le plus je peux choisir d'être influencé par elles. Ça rejoint un peu quand même aussi ce côté imperméable aux gens, parce que voilà, il y a des gens de qui on est obligé de passer du temps avec, mais avec qui on n'a pas envie de matcher les idées, à qui on n'a pas envie de ressembler, on veut se protéger. Donc ça rejoint un peu cette idée d'être imperméable aux gens dont j'ai parlé dans un podcast précédent, je pense que ça doit être dans l'épisode 10 à peu près. Et en fait, la conclusion de tout ça, c'est que la pertinence, la profondeur ou la plus-value de des leçons, des questionnements, des apprentissages de ce podcast, il vient en fait de mon niveau en business et en vidéo. Et voilà, un truc que je remarque, donc c'est à la fois de qui je me forme, mais aussi de ce que je vis. Donc ce que je raconte ici, ça va vraiment dépendre de ce que je vis. Et j'ai pas envie de devenir un meilleur créateur de contenu en faisant genre plus de vidéos, des reels plus viraux, en faisant plus de vidéos YouTube et tout. J'ai envie de devenir un meilleur dans ce podcast, par exemple, en étant juste meilleur en business et meilleur en réalisation vidéo, en boîte de production vidéo. En fait, step up mon niveau de boîte de production vidéo pour que ce que je raconte et les problématiques surtout que j'ai soient au-dessus. Parce qu'en fait, plus t'es bas, plus tu te poses des questions et t'as des problématiques pas ouf. Tu vois, je regarde des fois donc je vais être très honnête, des youtubeurs dans la niche filmmaking et ils ont des problèmes, genre je suis en mode mais c'est des trucs un peu de débutants, tu vois, et genre c'est ok. Et je le vois en fait quand je consomme des gens moins avancés et j'ai pas envie de
voilà, balancer des trucs qui paraissent obvious, etc. J'ai envie que mon contenu step up par rapport à mon niveau entrepreneurial et mon niveau dans la création. Voilà. Donc, faites attention. Et c'est pour ça que je consomme peu de contenu en ce moment, pour être plus avec moi-même, et que ce soit plus du contenu genre tiré de moi, en fait, et de mon expérience. Ou alors, je consomme que genre quelques trucs. Genre, j'écoute un seul podcast en ce moment, 2 peut-être. Et avant, j'avais plein de newsletters, je regardais YouTube. YouTube, ça fait un moment que j'ai pas regardé, où je regarde genre juste du très très spécifique. Genre là, GH7 est sorti, je regarde des rendus, évidemment. Mais il n'y a plus de... Il n'y a pas de divertissement, en fait. Parce que sinon, c'est... Bah voilà, je me divertis, donc je vais produire du divertissement. Et c'est la même chose en documentaire. Je vous racontais que j'ai envie de vivre des aventures pour pouvoir mieux raconter les aventures des autres. Ça rejoint un peu tout ça, au final. Tout est un peu lié, j'en parle souvent de cette idée-là, que c'est ce que je vis qui va me permettre de pouvoir raconter des histoires plus profondes, plus grandes. Donc forcément, si j'ai des problématiques de kids, de débutants, bah derrière, les contenus même où je raconte la vie des autres, et où je raconte pas juste ma vie dans ce podcast, ils vont être moins pertinents, ils vont être moins profonds, moins de profondeur, parce que j'aurais pas compris réellement ce que vivent les autres, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça, quand je dis que tu es un mélange de ce que tu laisses entrer dans ta vie, un autre aspect aussi, donc j'ai noté discuter avec Jésus et pas ses apôtres. Bon, alors ça, c'était une citation que je tirais à la base du business, donc en mode, vaut mieux discuter avec celui qui signe les chèques qu'avec celui qui est juste en dessous, parce que typiquement, voilà, genre, c'est le responsable com souvent avec qui on discute, et on nous conseille souvent de discuter avec le chef, mais en fait, globalement, si c'est bien délégué, c'est le responsable com qui signe. Bref, j'avais entendu ça quelque part à l'époque. En fait, en création de contenu, je remarque que c'est pareil. Si tu écoutes un mec qui vulgarise des idées, tu vas avoir son angle et sa manière de voir, sa vision des idées de l'autre. Et un truc que je trouve cool, c'est d'arriver à retrouver qui a inspiré le mec qui t'inspire. Voilà. Et en fait, d'aller regarder le contenu à la source. Que ce soit donc du contenu où c'est des idées, mais aussi du contenu vidéo. Tu vois, moi, quand je regarde des réels qui m'inspirent, j'essaye de diguer sur, ok, c'est qui a inspiré ce réel-là. Et en soi, si mes projets inspirent certaines personnes, bah moi je me suis inspiré, tu vois, mon film dont je vous ai parlé de Malo, là, le cycliste diabétique, bah, je dois avoir un peu moins d'une dizaine d'inspirations, mais genre, allez, on va prendre 3-4 bonnes grosses inspirations, tu vois. Et si vous retrouvez ces gens, si votre film me plaît et que vous retrouvez ces gens-là, surtout sur la partie cinématographie notamment, bah, du coup vous remontez de moi qui suis un apôtre à Jésus, voilà. Et donc je trouve ça méga pertinent de éviter de se former et de construire sa vision sur du coup de la vulgarisation ou bien du contenu, pas copié, mais qu'une personne s'est approprié et a rejeté elle, tu vois, garbage in, garbage out. Voilà, c'est ça un peu, je pense, la morale de ce truc-là. Faites attention au contenu que vous consommez. When I get busy, I get stupid. Alors, celle-là, je l'ai notée, je l'aime bien. Je m'en suis rendu compte avec 2 trucs. Là, on s'est mis à faire un Reels par jour au début du mois avec Thomas. Plus ça avançait, moins nos Reels étaient pertinents et étaient bons. En termes d'idées, notamment. En termes de vidéos, c'était ok, mais les idées étaient moins ouf. Donc, c'est assez obvious, quoi, parce qu'on s'est tellement été occupé, on a tellement enchaîné, un Reels par jour, plus même moi, les prods clients, etc., que bah, du coup, forcément, on devient un peu plus stupide et moins bon. Et à l'inverse, quand j'ai fait ma semaine off, bah, ça m'a permis d'avoir plus de vision pour le projet de mon grand-père, tu vois, pour aller filmer ce truc-là. J'avais la dalle créative, j'avais envie de faire des trucs, j'avais plein d'idées qui me venaient dans la tête, alors qu'en fait, quand t'es sous l'eau, quand t'es busy, t'as pas d'idées. Et t'es juste là à courir comme un poulet sans tête, et tu deviens stupide. Ok, on va avancer, comme ça coupe, ça fait déjà 45 minutes. Je vais enchaîner. Se focus sur les principes généraux et pas les hacks. Alors j'ai noté pour les réseaux sociaux, mais ça c'est un truc que je vous partage souvent ici. En fait ici les principes que je vous partage, j'essaie que ce soit souvent des trucs, des modèles mentaux plutôt globaux. En gros, c'est-à-dire que ça puisse s'adresser à plein de gens. Je donne à chaque fois via ma vision de la vidéo et de l'entrepreneuriat, mais en fait il y a plein de choses dont vous pouvez voir à travers plein d'autres domaines. Parce que j'essaie que ce soit orienté modèle et pas hack et tips. Et pour les réseaux sociaux, pour moi, c'est exactement la même chose. Et je trouve qu'il y a plein de gens qui se font, en fait... Je vais pas le dire comme ça.
En fait, essayer de comprendre l'algorithme, c'est chercher des hacks. Alors que finalement, je pense que le plus pertinent, c'est d'essayer de comprendre la psychologie humaine et de se focus sur les principes. C'est quoi le but des plateformes ? C'est quoi leur objectif ? C'est de te garder le plus longtemps possible pour te faire voir le plus de pubs. Ok, donc ça, c'est leur but. Comment, du coup, sous cet angle-là, ils choisissent quelles vidéos ils vont pousser ? Évidemment, ils vont pousser les vidéos qui gardent les gens le plus longtemps possible sur la plateforme. Donc, peu importe l'algorithme de la plateforme, si tu fais un contenu qui intéresse les gens et que les gens restent devant, ça marche quoi. Et donc, la question, c'est pas de se dire, ok, c'est quoi l'algo Instagram, comment je fais, nanana. C'est, ok, qu'est-ce qui intéresse les gens et comment je les garde plus longtemps ? Je sais pas, il y a la question des sous-titres. Les sous-titres sur Instagram, je sais, j'ai un collègue, je le salue, mais je pense pas qu'il écoute ce podcast. Les sous-titres, ça me saoule sur Instagram, les gens qui veulent vraiment voir, ils regardent. Oui, mais tu perds 50% des gens parce que les gens regardent pas avec le son, s'ils sont dans les transports, etc. Donc, si tu veux jouer au jeu de Instagram des algos, juste, tu réfléchis à qu'est-ce que veut Instagram. Et c'est pareil sur YouTube. Une stat qu'ils ont rajoutée et que je trouve super intéressante et pertinente, c'est qu'ils regardent combien de personnes ont continué à regarder une prochaine vidéo sur YouTube. Donc quand vous faites le watch time pour une vidéo de quelqu'un que vous aimez bien, laissez tourner la moitié de la vidéo suivante. Voilà, petit conseil. Et donc c'est pour ça, au lieu de chercher à chaque fois les petits hacks d'algo, les trucs, les hashtags, en fait, cherchez juste à comprendre les principes psychologiques globaux. Et en fait, vous n'aurez plus jamais à réfléchir. J'ai fait que dire en fait dans ce putain de podcast, ça me casse les couilles. Réfléchir à c'est quoi le secret de l'algorithme, tu vois. Et en fait, et c'est comme ça qu'on innove. Parce que innover, pour moi, c'est trouver un nouveau moyen de faire toujours la même chose. Tout a été fait, nihil novi sub sole, rien de nouveau sous le soleil. Et c'est en se concentrant sur les besoins primaires humains, notre héritage ADN de milliers d'années, et d'évolution, que ça nous permet de pouvoir mieux appréhender le contenu, mais aussi la vie. Voilà, c'est une des visions que j'ai pas mal en ce moment. J'essaie de tout réfléchir en mode, ok, on était des hommes préhistoriques, ça fait que 80 ans qu'on est en mode, même pas 80 ans, je sais pas, société de consommation as fuck, tout dans notre ADN fonctionne comme un homme préhistorique. Et donc, c'était quoi le seul but de l'homme préhistorique ? C'est de survivre. Parce qu'il y a eu 2 millions d'évolutions pour arriver à survivre. Et c'est le seul but. Tu vois, le but de tout être sur Terre, même une fleur, etc., c'est de survivre et de s'expandre, de s'étendre, de croître. Donc, toutes les prises de décision des humains, et de nous, de moi compris, tu vois, de toi compris, elles sont faites dans le but de survivre. Donc, la plupart des peurs qu'on a, la plupart des décisions qu'on prend, elles sont toutes orientées par ça. Et donc, je veux creuser plus là-dessus, qu'en comprenant les besoins primaires, que ce soit genre pyramide de Maslow, mais aussi d'évolution de l'homme, on arrive mieux à appréhender ce que veulent les gens, ce qu'on veut nous, et nos réactions aux événements, etc. Pourquoi est-ce qu'on a des addictions au sucre ? Tout simplement parce qu'à l'époque des hommes préhistoriques, potentiellement, ils mangeaient un jour et ils pouvaient ne pas manger pendant 30 jours. Donc il valait mieux manger le plus possible, faire des réserves pour que les 30 jours d'après, si jamais tu ne retrouvais pas du mammouth à manger, tu survives. Aujourd'hui, tu ouvres le placard, tu vas au supermarché, tu as ton pot de Nutella. Forcément, ton corps, il réagit toujours comme avant. Il se dit, ok, à tout moment, j'ai plus de sucre, j'ai plus de Nutella. Donc j'ai mangé tout le pot. Sauf que comme tu as accès à tout, c'est comme ça que après, tu développes des addictions et des comportements qui sont néfastes pour ta santé. Voilà, très simple. J'ai du mal à être clair aujourd'hui, alors on va faire simple. Pareil, quand on parle des peurs et des blocages. Une des peurs principales, c'est la peur du rejet. Tu vois. Et la plupart de nos décisions, on les fait pour prouver, pour être accepté par le groupe, pour être accepté par les gens. Pourquoi cette peur du rejet ? Parce qu'à l'époque de l'homme préhistorique, encore une fois, si tu étais rejeté de la tribu, tu pouvais pas survivre. Tu pouvais pas buter un mammouth à toi tout seul, fallait être en équipe, tu vois. Sauf que c'est resté ancré dans notre ADN. Et c'est pas en 80 ans même plus, ça, du coup, qu'on vit dans des villages et tout, mais que tu arrives à repasser sur ces années d'ADN et à te sortir de « Ok,
je m'en fiche d'être rejeté par la tribu, je veux juste être bien avec moi-même et j'ai rien à prouver aux autres, tu vois. Voilà. Donc, on est allé un peu plus deep que... Putain, on est parti de algorithme Instagram, mais on finit là-dessus. C'est quand même dantesque. Je tryhard aujourd'hui parce que, déjà, je veux que ça finisse. J'ai l'impression de pas être méga clair et j'ai plus de batterie. J'espère que ça va pas crash, ça va pute. Dernier point, dire j'ai pas de matos ou j'ai pas de contact, c'est un truc de victime. Alors, c'est pour revenir sur un aspect du podcast précédent où je parlais que ça me saoulait de devoir bricoler avec ma caméra et que j'ai vraiment envie de step up en termes de matos pour arrêter d'avoir mes fils et mon sapin de Noël avec ma caméra pour filmer les projets de documentaire. Ça, c'était le constat. En fait, l'idée sous-jacente à ça, c'est que moi, j'essaie toujours de faire de mon mieux et de développer, d'aller chercher des projets toujours plus gros. Et en fait, pour ça, je suis obligé de bricoler pour aller chercher des plus gros projets. Parce que ça me permet d'over-délivrer par rapport à mon propre niveau, de viser, entre guillemets, la perfection, parce que la perfection, on ne l'atteint jamais, c'est juste une direction, et des standards plus élevés dans chaque projet client. Et c'est pour ça que j'en parle, en fait, parce que j'en parle, mais je m'en plains pas dans ma tête. Parce que je me plains pas que j'ai pas assez de matos. Je dis juste qu'avec plus de matos, ça me permettrait ça, je subirais moins ça, etc. Je constate vraiment et je repère en fait comment je peux améliorer. Et en fait, depuis toujours, quand je remarque ça, là je fais ce constat-là maintenant, mais j'ai toujours fait plus avec moi en fait. Et je crois qu'on adore bricoler en vrai. Moi le premier en fait, c'est tout l'enjeu pour monter en gamme. Faire des gros projets en minimisant les moyens pour démarcher avec ces projets-là dans ton portfolio, dans ton book et tout. Et ça à n'importe quel stade de mon entreprise. Pas que quand je débute et pas que aujourd'hui. Quand je débutais par exemple, je sais que le jour où j'ai eu mes premiers micro-cravates, c'était pour un tournage pour New Balance à l'UTMB. C'était il y a longtemps, ça remonte. On m'a demandé, alors ça fait quoi, tu vois, c'était comment? Je dis, c'est trop bien, j'ai l'impression de plus bricoler. Putain, j'étais avec un GH5, un objectif, 2 micro-cravates, quoi. Aujourd'hui, je suis avec ma caméra, 4 micros, l'écran, le moniteur et tout. J'ai toujours l'impression d'être en train de bricoler. Parce que c'est ça qui permet de monter en gamme, de se développer et de devenir meilleur. En fait, on t'appellera jamais, et putain, ça rejoint le truc des documentaires de tout à l'heure, on t'appellera jamais, on te fera jamais confiance pour un truc que t'as pas fait. T'es obligé de t'engager à mort, de commit, d'être skin the game, de faire des gros paris pour monter en gamme en fait. C'est comme ça qu'en fait t'arrives à aller chercher des trucs que techniquement t'aurais pas appelé pour ça, mais comme t'as surdélivré par rapport à ce que techniquement t'étais capable de faire, ça te permet de step up. Et c'est pour ça que c'est l'intérêt que ce soit une passion. Ça recoupe tous les sujets. Incroyable. On a toujours bricolé, on adore ça en fait, parce que ça nous passionne. Ça nous passionne de se dire, ok, comment est-ce que je peux faire mieux avec moi ? Comment est-ce que je bricole ? Et on s'est toujours débrouillé par nous-mêmes, et je pense que c'est ça un peu le constat au final. C'est que globalement, je me retrouve toujours dans des projets où on est un peu permissionless, sans permission. On ne demande pas la permission pour faire. On s'est toujours débrouillé par nous-mêmes. Tu vois, donc là, j'ai pas du tout le setup optimal pour filmer sur le Dakar, notamment. Je pense qu'avec une FX6, plusieurs micros, etc., ce serait plus optique que là, mon sapin de Noël avec mon écran. C'est pareil, j'ai une griffe XLR et tout, mais voilà. Et même, c'est dans l'idée où je veux arriver à proposer une prod comme si derrière, il y avait un mec qui perchait le son, qui prenait le son avec plusieurs micros et tout. Voilà, je fais genre du 4 canaux audio parce que je veux avoir ce standard de qualité-là, alors que je donne l'impression que je suis plus bas que ça, quoi. Et c'est que comme ça que je pourrais aller chercher les projets qui aujourd'hui me font rêver et sont beaucoup plus gros. Donc je me plains pas en fait, je dis pas que j'ai pas de matos, que j'ai pas de contact et tout, ça c'est un truc des victimes, c'est une citation d'Orelsan, pour ceux qui n'auraient pas reconnu. Je constate juste sur comment est-ce que je peux faire mieux la prochaine fois. Voilà, donc c'est en ayant plus de moyens, et ces moyens-là, je peux les avoir seulement en faisant avec moins et en donnant l'impression que j'ai fait avec plus, en m'investissant, en étant skin de game. Et les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'on investit, je pense, que ce soit dans les moyens monétaires, tout simplement, mais aussi personnellement pour arriver à sortir ces trucs-là, tu vois. Et ça me fait kiffer. En vrai, ça me fait trop kiffer de bricoler. Et je sais pas, le premier trail que j'ai filmé, j'ai fait le drone classique, le drone FPV, la caméra. Je courais partout dans la montagne. Et quand j'ai montré ça à des bots de prod plus avancés, ils me disent, mais attends, vous étiez combien, 3 ou 4 ? Je dis, non, j'ai tout fait tout seul. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir les projets qui aujourd'hui je finis sur un Max Series, mais attends, genre je me suis pas pointé comme ça, salut, je peux filmer pour vous, tu vois.
Non, j'ai délivré, j'ai surdélivré par rapport à ce que j'étais capable de faire, par rapport à ce qu'on me demandait. Et c'est ça qui m'a permis, à long terme, hein, je donne l'exemple de Max Race, parce que pour le trail, c'est flagrant. Je me suis retrouvé premier gap en cime. J'avais mon sac matos. J'avais pas fait de trail depuis 2 ans. Et j'ai couru dans la montagne toute la journée. Et je me souviens très bien, il y a une boîte de prod pour qui j'étais prestataire à l'époque qui m'a dit « Vous étiez combien, 3 ou 4 pour ça ?» J'étais seul tout. Et c'était une dinguerie, j'ai trop kiffé, et on bricolait à l'époque, on bricole aujourd'hui, et potentiellement que même quand j'aurai ma caméra de cinéma, on bricolera pour avoir des rendus comme si on était une équipe de 15 alors qu'on est 2 derrière cette caméra, ou que je suis tout seul, tu vois. Merci d'avoir écouté ce podcast, on se laisse sur ces belles paroles, et on se donnera rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Clément, salut!